Bonsoir. Bon, merci à MRM pour cette invitation et merci à vous tous d'être encore là. Donc, je suis Delphine Nicolas, je travaille à la Tour du Valat, qui est un institut de recherche dédié à la conservation des zones humides en Méditerranée, qui est basé en plein cœur de la Camargue. Donc, aujourd'hui, je vous présente une étude de la connectivité hydroécologique à travers un site très complexe qui peut être comparé un peu à un labyrinthe, et donc au travers du recrutement en civelle. Voilà. Donc le site qui va nous intéresser, c'est un site qui se situe au sud-est du delta de Camargue, donc qui s'appelle les étangs et marais des Salins de Camargue, donc qui se situe juste au sud de l'hydrosystème du Vacarès et entre la mer. Donc c'est un site qui pendant plus de 50 ans a été exploité pour faire du sel par le groupe Salin du Midi. Et donc c'était un système qui était complètement cloisonné, puisque l'idée c'était de pouvoir contrôler complètement la circulation de l'eau pour pouvoir produire du sel. Ensuite, donc ce site a été racheté par le Conservatoire du Littoral et la gestion a été confiée à 3 structures locales, le Parc naturel régional de Camargue, la Société nationale de protection pour la nature, qui s'occupe aussi de la réserve nationale de Camargue, qui donc se trouve juste au nord de ce site, et enfin la Tour du Valat. Donc le choix de gestion qui a été adopté, c'était finalement essayer de retrouver un fonctionnement qui soit le plus naturel possible, où il y ait le moins besoin de l'intervention de l'homme. Donc côté mer, l'idée ça a été de laisser faire un peu la nature. Donc vous pouvez voir ici, je tremble, la digue qui était entretenue auparavant par l'exploitation salinière. Donc c'était bien sûr un entretien très coûteux. Et donc aujourd'hui, on voit que cette digue, au fil des tempêtes de la mer, il y a des brèches qui se créent, et donc là, elle s'efface petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est que juste en arrière de cette digue, on voit un lit d'eau sablonneux qui se crée, donc une barrière naturelle, et donc au travers duquel on va retrouver plusieurs connexions permanentes. Mais voilà, on est aussi sur un terrain très plat, donc dès que le niveau de la mer est élevé, on a plusieurs connexions intermittentes. Alors, pour aider les choses à l'intérieur du système, donc on voit qu'il y avait plein d'étangs avec plein d'ouvrages qui étaient plus ou moins fonctionnels. Donc là, il a fallu aider les choses. Donc il y a une série de travaux qui ont été réalisés, donc des travaux de chenalisation et également la création ou la restauration d'ouvrages de connexion. Et donc pour suivre l'évolution de ce site, donc depuis déjà presque 10 ans, il y a plusieurs suivis qui ont été mis en place pour regarder les choses du point de vue hydrologique, du paysage, de la faune, de la flore. Et pour évaluer le degré de connectivité hydrobiologique, un suivi piscicole a été mis en place par la Tour du Valat. Et donc c'est au travers de ce suivi piscicole qu'on va aborder le recrutement en civelle. Donc le protocole d'échantillonnage. Donc l'idée, ça a été de positionner des stations d'échantillonnage le long de ce chemin de reconnexion, avec une station ici qui se situe juste aux abords de la mer, donc encore comme référence de ce qui peut rentrer dans le système, et ensuite des stations qu'on retrouve à l'intérieur et jusqu'au nord, donc l'étang du Galabert, Tampan, le chenal de la Comtesse. Et c'est au niveau de l'ouvrage de la Comtesse qu'on voit arriver un canal de drainage, donc un canal d'eau douce, le canal du Versadou. Donc à chacune de ces stations, donc on avait plusieurs types de filets positionnés. Donc celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le filet de 1,5 mm de maille qui était spécifiquement dédié à la capture des civelles. Donc dans ces filets, les civelles qui ont été capturées, elles ont été dénombrées. Donc à partir de ce nombre, on a pu calculer des CPE, donc c'est-à-dire tout simplement qu'on a cherché à standardiser le nombre d'individus pour un effort de pêche de 24 heures, donc 24 heures de pose du filet. Tous les individus ont été mesurés, pesés, et leur stade pigmentaire a été déterminé. Donc ici, vous avez le planning des pêches. Donc c'est un suivi qui a duré pendant 5 saisons de recrutement, de 2016 à 2021. C'était un suivi mensuel d'octobre à mai. Et donc l'idée, c'était de positionner les filets le lundi et les relever à peu près toutes les 24 heures jusqu'au jeudi.
Donc ici, vous pouvez voir, donc, lorsque c'est blanc, c'est qu'en fait, on n'a pas de filet posé. Donc notre protocole de pêche a évolué aussi avec l'évolution du site. Donc par exemple, si on regarde pour Tampan et Galabert, on voit qu'à partir d'octobre 2019, on a 2 nouveaux filets qui ont été positionnés. Et ça correspond au moment où il y a un nouvel ouvrage de connexion qui a été créé. On peut voir aussi que la station du vaisseau, qui se trouve ici, a dû être abandonnée malheureusement, car elle est devenue complètement inaccessible. Et donc on l'a remplacée par une station un peu plus au nord. Donc ce suivi a pu être réalisé grâce à l'intervention en parallèle de 2 équipes d'échantillonnage. Donc bien sûr, on ne suivait pas que les civelles, sinon ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais l'idée, voilà, c'était de demander à des volontaires de venir nous aider pour pouvoir trier les poissons le plus rapidement et les remettre à l'eau. Donc voilà, une équipe qui s'occupait des stations les plus au nord et une autre plus au sud. En parallèle des pêches, nous avons pu bénéficier d'un large réseau de mesures de la température de l'eau, de la conductivité, salinité et du niveau d'eau. Donc on avait un réseau de mesures manuelles au moins une fois par mois et des mesures en continu. Donc toutes ces mesures ont été permises grâce à l'intervention des co-gestionnaires du site. Donc vous voyez ici qu'on a des paires de triangles. En fait, ça représente les sondes qui sont localisées de part et d'autre de certains ouvrages clés de connexion. Et grâce aux mesures en continu du niveau d'eau, il a été possible, en appliquant des lois d'ouvrage, de recalculer le débit, la vitesse et le sens du courant et la hauteur d'eau à l'intérieur des ouvrages. Donc c'est des variables qui vont nous intéresser, qu'on a testées en tout cas. Donc maintenant, je vais vous donner quelques résultats à partir de modèles bayésiens qui ont été développés par Colin Bouchard. Donc Colin Bouchard était en postdoc avec nous pendant l'année 2020 et un peu plus. Et maintenant, il est parti à Saint-Pé-sur-Nivelle en postdoc. Donc c'est lui qui a développé ces modèles-là. En fait, il a été recruté pour travailler sur l'ensemble des données civelles du delta de Camargue. Et donc là, je vous présente qu'une partie, celle qui concerne les anciens salins. Donc je n'irai pas dans les détails, mais si ça vous intéresse, je vous invite à le contacter. Donc l'idée, c'était de chercher à expliquer, donc, par exemple, les CPE de Civelle par des processus cachés, donc la variabilité liée aux saisons de recrutement, donc l'année, la variabilité mensuelle et la variabilité spatiale avec les sites d'échantillonnage. Donc un premier résultat. Donc ici, on s'intéresse à l'effet année, en gros à la saison de recrutement. Donc pour interpréter ça, alors en fait, l'année 2016-2017, c'est utilisé comme référence. Et donc ensuite, on a regardé par rapport à cette première année de suivi si les années suivantes étaient différentes ou pas. Alors si c'est gris clair comme ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence significative. Par contre, quand c'est gris foncé, comme ici et ici, il y a une différence. Donc ce résultat nous permet de montrer qu'effectivement, d'une année sur l'autre, eh bien, on n'a pas forcément des recrutements équivalents. Bien sûr, c'est ce qui va dépendre aussi de ce qui arrive depuis la mer. Et donc, on a les 2018-2019 et 2020-2021 qui ont été significativement plus faibles que, en tout cas, la première et l'avant-dernière saison de recrutement. Si on regarde maintenant la variabilité mensuelle, on voit que par rapport à octobre, tous les autres mois, globalement, ils ont eu davantage de civelles. Mais par contre, si on compare entre ces mois, en fait, il n'y a pas d'effet mois. Si maintenant on s'intéresse au stade de pigmentation, donc ça c'est quelque chose de très intéressant, puisque le stade pigmentaire va pouvoir nous donner une idée depuis combien de temps la civelle est arrivée de la mer. Donc lorsqu'elle est complètement transparente, c'est-à-dire le stade de 5A à 6A 0, on sait que ça fait pas longtemps qu'elle est dans le système. Par contre, lorsqu'elle est très pigmentée, de 6A4 à 6B, là, ça veut dire que ça fait quand même un bout de temps qu'elle y séjourne. Donc ici, vous avez la distribution des stades pigmentaires en fonction des mois. Et ce qu'on voit, c'est qu'en janvier, février et mars, c'est là où en fait on a une représentation plus significative des stades les plus précoces. Et si on regarde janvier et février, on voit que c'est là aussi où on a les stades les plus pigmentés qui sont les moins représentés. Et en fait, si on compare janvier et février,
on retrouve des patrons de distribution opposés pour avril et mai. Donc ce sont des indices qui nous montrent bien qu'on a quand même une saisonnalité mensuelle dans le recrutement des civelles. Et donc finalement, les vagues de recrutement arrivent dans les anciens salins, surtout de janvier à mars. Ici, c'est la variabilité spatiale. Donc, est-ce qu'on a des différences significatives de CPE entre les stations d'échantillonnage? La réponse est non. En fait, on n'a pas pu mettre en évidence de différence. Et si on regarde la distribution des stades pigmentaires à travers les stations, eh bien, là, on a eu un résultat assez surprenant, ou pas. C'est-à-dire qu'on a des stades pigmentaires qui ont été observés aussi bien à des stations qui sont localisées les plus proches de la mer, Bauduc, Vaisseau, mais également à des stations qu'on a retrouvées, qui sont tout en amont du système, donc Tampan et particulièrement Comtesse. Donc pour expliquer ça, on a deux explications. Donc d'une part, ça peut être lié au fait que les civelles ont peut-être des comportements de migration variés. Donc il y en a certaines qui vont mettre plus de temps que d'autres. L'autre explication, c'est qu'en fait, il y a certainement d'autres chemins de connexion. Donc sans doute que les civelles ont emprunté un raccourci pour arriver directement dans la zone Tampan-Comtesse. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à bien caractériser pendant cette étude. Alors, de manière très rapide, quelques effets des facteurs environnementaux. Donc ici, vous avez par exemple l'effet de la salinité et de la température de l'eau. Donc, en fait, les effets que vous voyez ici, ils intègrent l'effet global plus l'effet spécifique à la station. Donc, en gros, là, on n'a pas réussi à obtenir d'effets très significatifs d'aucune variable, en tout cas les variables physico-chimiques. Mais ce qui était intéressant à noter, c'est que finalement, on a des tendances qui sont variables d'une station à une autre. Donc, par exemple, si on regarde la température de l'eau, on voit un effet plutôt qui a tendance à être négatif à la station du Vaisseau et, je ne vois pas, mais du Galabert, alors qu'on a à Galabert et Comtesse une tendance plutôt positive. Donc, en fait, on a une variation spatiale des effets environnementaux et c'est ce qu'on retrouve également pour les différences de niveau d'eau et l'influence de la vitesse du courant sortant. Donc, en fait, il faut savoir qu'on a pêché avec des filets et en fonction de la configuration des sites, on va avoir plus ou moins d'efficacité pour les capturer. Et effectivement, en fonction des sites, sachant qu'on était plutôt localisé à des points de connexion, on peut avoir des différentes caractéristiques de débit, de température, de substrat, qui fait qu'on va avoir plus ou moins d'attrait pour les civelles. Donc, dans le recrutement des civelles, il est vraiment important de prendre en compte cette hétérogénéité spatiale. Voilà. Alors, donc, en conclusion, youpi. Donc, les anciens salins, c'est une nouvelle voie de migration. Donc, pour résumer, on a pu voir qu'on a pu mettre en évidence des différences entre les saisons de recrutement. Alors, à noter que le recrutement annuel qu'on a obtenu était relativement faible par rapport à celui qui est obtenu à la passe-piège Civelle, qui est suivi au pertuis de la Fourcade par MRM, Jordan. Oui, non, on avait quand même moins de civelles, mais c'est vrai qu'on a aussi moins d'attrait avec un fort appel d'eau douce. On est quand même sur d'anciens salins qui ont encore un stock de sel très important. Et donc aujourd'hui, finalement, le fait que ce système refonctionne de manière gravitaire, en tout cas avec l'intervention le moins possible de l'homme, on dépend beaucoup des aléas météorologiques et donc des précipitations. Donc on a quand même un peu d'apport d'eau douce avec le canal du Versadou, mais sans doute que davantage d'eau douce faciliterait davantage encore cette voie de migration. Donc il n'y a pas de variation mensuelle, mais nettement, l'étude des stades pigmentaires nous montre que les vagues de recrutement sont plus abondantes de janvier à mars. On n'a pas de variation linéaire le long du gradient aval-amont, donc j'ai déjà donné les explications. Et enfin, donc, des effets environnementaux qui divergent selon les stations d'échantillonnage. Donc c'est vraiment important de prendre en compte cette hétérogénéité spatiale dans le suivi du recrutement. Voilà, j'ai terminé. Et donc je voudrais remercier l'ensemble des co-gestionnaires, des financeurs qui nous ont permis de faire ce suivi pendant 5 ans. Et également les nombreux volontaires qui nous ont aidés. Donc c'était un suivi participatif. Et donc il y en a beaucoup parmi vous qui sont venus nous aider. Donc merci à vous. Et voilà, merci de votre attention.